Bonjour, vous êtes bien sur Filf, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» en présence d'Alan, d'Emeric et de Julien. L'épisode d'aujourd'hui sera dédié à Miami Vice de 2006. Et pour rappel, on va divulgacher. À Miami, 2 agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs. Avec une certitude, la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des sommets de la hiérarchie. Infiltration, gunfight, des courses de voitures, un joli melting pot pour ce film de 2006 et de Michael Mann. Donc j'espère que vous avez apprécié de le voir ou de le revoir, ou pas. Moi, oui. On va en parler. Lequel veut prendre la parole ? Alors, Direct comme ça. Direct comme ça. moi, je veux bien hijacker un peu le truc parce que, Julien, quand tu as proposé cette liste, Oui. tu as parlé de films, une liste de films moyens. Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, une fois n'est pas coutume, j'aimerais que tu commences pour nous expliquer Oh, c'est rigolo ça, j'aime bien l'idée. en quoi. Enfin, déjà, j'ai 2 questions en fait. Oui. Pourquoi nous proposer une sélection de films que tu estimes moyens ? Et qu'est-ce qui fait que tu estimes Miami Vice moyen ? Julien, on t'écoute. Est-ce que j'aurais pu te prévenir avant ? Oui. Oui, et tout à fait. Oui. Mais je ne l'ai pas fait. Mais... Ah, c'est génial, j'adore. Bon, Vas-y, Julien. j'allais dire on change de concept, donc peut-être qu'il faut un vote démocratique pour savoir si on peut partir dans ce sujet-là. Bon, Pas ça a l'air de d'être assez unanime Pas de démocratie dans ce podcast. par le président. Ok. président est Oui, élu bien à sûr. Non, enfin, je te taquine un peu, mais en fait, voilà, je voulais juste... Pourquoi vous Cette proposez histoire des de films commencer un peu. moyens Parce qu'on a eu une série de mauvais films, enfin, ou de films qui nous ont un peu pris au trip en début de saison. Qu'on a eu une série de bons films sur lesquels on était peut-être pas unanime sur la réponse, mais en tout cas qui laissaient réfléchir et qui étaient de bons films. Ça veut pas dire qu'on pouvait être tous d'accord sur la finalité. Et au final, les films moyens sont ceux qui, limite, provoquent un peu plus de débat entre nous, je trouve. Alors, c'est- Parce qu'on est toujours sur cette fine limite, cette fine frontière du... ça aurait pu être un peu mieux, mais en final, c'est pas si mal, mais ça aurait pu être un peu mieux. Enfin, voilà. Je vois. Tu vois ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, il y a des films qui ont été clivants, mais du coup, très impactants. Je pense à Belle, par exemple. Je pense à Liberté Oléron, où il était temps, très récemment, là, dans nos épisodes, Oui. où il y a eu des réponses unanimes, mais... Ah non. Enfin, si, Belle, Alan t'a dit qu'il fallait le faire, Oui, Ah oui, ouais. mais nous deux, pas du tout. c'est ça. Liberté Oléron, moi j'ai dit certainement pas, et vous avez dit oui, je crois. Ouais. Oui. Et moi je maintiens mon non, hein, par exemple. Tout à fait. Il était temps, je maintiens mon oui, et toi Julien, je pense que dans 10 ans tu maintiendras toujours ton non catégorique. Tout à Ah, fait. tu vois. c'est un non mais sur Julien. Mais en fait, Ouais. par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on revienne à la fin de la saison, voir si, avec la vision des films, avec les discussions qu'on a pu avoir, Oui, si suis on, d'accord. si on a eu un changement je suis dans d'accord. nos réponses. Super intéressant Ouais, ça. c'est ça, ouais, Ouais. on va revenir sur tous les films, ça va être trop bien. Mm. Surtout qu'en plus, souvent, on en reparle après coup. Ouais. Et Et à chaque fois on se dit on aurait dû laisser allumer les micros. Ouais, c'est clair, C'est ça. parce qu'il y a d'autres choses à dire finalement. Ouais. Ouais. Donc, et voir si on a un ego suffisamment dimensionné pour rester campé sur nos positions ou pas. Et comment les films grandissent aussi en nous, parce qu'il y en a qu'on n'avait jamais vu ou qu'on Ouais. a revu avec un œil neuf. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Mais ça, digression, fin de la saison. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, très bonne idée. Donc ok, film moyen, donc plutôt qui laisse un peu plus de place au débat. Et c'était pour faire un peu par rapport à cette liste présentée, c'était aussi prendre de bonnes musiques, donc des musiques sur lesquelles en fait il n'y avait pas vraiment de discussion, enfin, tu vois, et par rapport à un film qui aurait pas forcément mérité de l'avoir, en tout cas qui n'avait pas le niveau de la musique qu'il contenait. Oui, je vois. Tu vois ? Oui, je vois bien. Bon, c'était... Bah, Dark Phoenix, par exemple, X-Men Dark Phoenix, Oui. ce film est une horreur sans nom, mais la musique,
La musique est J'ai même incroyable. pas fait gaffe. Du Si, coup, la musique, la mais ouais, musique est canon. effectivement, Quoi. ouais, Enfin, peut-être moi, bien, je peux ouais. écouter la BO dans ma voiture, elle passe, Ok. elle passe très bien, quoi. Mais le film, pas du tout. Et il y a beaucoup, et je pense à Hans Zimmer évidemment en particulier, mais John Williams par exemple, ou Ouais. Alan Silvestri. Enfin, c'est des gens, ils vont contribuer au succès d'un film en fait. Tout à fait. Il y a Forrest Gump par exemple, c'est Alan Silvestri, je crois, à vérifier. Mais enfin voilà, Je crois bien. enfin, ce thème au piano, ce sera à tout jamais Forrest Gump, quoi. Et ça participe. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça il y a beaucoup de BO comme ça qui ont participé au succès Interstellar, par exemple. Tu vois. Interstellar, cet orgue qui est très religieux comme ça, qui a priori rien à voir dans l'espace. Quand on sait l'historique entre la religion et la science en termes d'astronomie. Longtemps, l'Église a refusé l'idée que ce soit tous les astres et la Terre qui tournent autour du Soleil. C'était forcément tous les autres astres qui tournaient autour de la Terre, en fait. C'est pas le cas ? En même temps, elle est plate, la Terre. oui, Donc, ouais, comment tu veux qu'elle tourne ? On se casserait la gueule au bout d'un moment. Tu vois. Donc, bref. Me lancez pas sur la Terre est ronde, parce que c'est pas le sujet du podcast. On a un autre podcast, Filf Complot. Il est trouvable sur le Darknet, il est pas forcément... Mais bon, je devrais pas en faire la promo ici, mais bref. Non, tout ça pour dire que la musique dans Miami Vice, elle est effectivement... Enfin, j'ai trouvé impactante et je la trouve importante dans ce film. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles j'ai sorti les films, alors peut-être plus violents, tu vois, toi tu parlais d'Interstellar, moi je pense aussi à Requiem for a Dream, où la musique, elle te reste plus que le film, Ouais. et en général le film tu ne le vois qu'une fois, mais même si, enfin voilà, c'est des films qui ont qui ont eu un impact fort sur leur génération, et même encore aujourd'hui je pense que ça a toujours un impact fort, alors que dans la liste proposée c'était des films qui étaient quand même pas passé inaperçu, mais en tout cas qui n'ont pas forcément eu le succès escompté. Donc, est-ce que juste avoir de la bonne musique semblerait ne pas suffire pour participer au succès d'un film ? Est-ce que ça l'a amélioré ou pas ? Je ne sais pas. Et Ouais, alors dans ta liste, il y avait Sex Intention, il a eu du succès ce film. il a eu du succès. Chez les adolescents. Oui, j'allais dire dans une dans certaine tranche d'âge. d'âge. Ouais, du succès quand même. Ouais. Et à part Eternal Sunshine, qui était un peu l'exception de la liste, la musique a toujours pas une mission, mais en tout cas a toujours un intérêt un peu omniscient. La musique, c'est mieux ce qui se passe dans le film que parfois le film lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut faire s'asseoir deux personnes sur un banc en fonction de la musique que l'on va poser par-dessus. La scène sera romantique, ou sera une scène d'espionnage, ou sera une scène de rivalité. Pour la même scène, la musique saura mieux transmettre que l'image parfois l'émotion qu'il faut ressentir dans la scène. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis que c'est très juste. Quand tu dis que la musique, elle sait mieux que nous ce qui se passe. C'est que je sais plus si c'est dans Infinity War ou Endgame, mais au bout d'un moment, ils sont tous en train de se demander comment ils vont enlever la pierre de quelque chose, de vision. Pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit de vision, en fait. Oui. Et Captain America dit. Donc on est encore dans un labo au QG Stark, je pense, ou au QG Avenger. Et en fait, Captain America dit « Je connais un endroit ». Et on est encore sur le visage de Captain America. On entend déjà les percussions du Wakanda. Et évidemment, le plan d'après, on arrive au Wakanda. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la musique, elle anticipe et elle nous insuffle une idée. Avant même qu'on voit les images du Wakanda, elle contribue à nous dire hey, on va aller au Wakanda. On est dans l'esprit de Captain. Exactement. Que le Captain pense au Wakanda, la musique nous montre ce qu'il y a dans la tête du Captain. Avant qu'on voit le Wakanda, la musique, les percussions arrivent, et je trouve ça super intéressant c'est jouer avec nous aussi, quoi. C'est jouer avec au fait, tiens, si t'as vu Black Panther, t'as reconnu la musique. Et du coup, ça te donne un indice, et toi, en tant que fan, t'es super content d'avoir pigé l'indice, en fait.
y a un petit côté très satisfaisant et tout est à l'avenant comme ça. En termes de musique, et Alan Silvestri sait bien faire ça. Et comme les fameuses quelques notes des Dents de la Mer qui t'annoncent le requin, et des fois il joue avec. Et en fonction de l'instrumentalisation que tu vas avoir à ce moment-là, tu sais si l'attaque est plus ou moins forte et l'intensité va augmenter, alors qu'en fait... Ouais, mais des fois ils vont jouer, justement, ils vont pas mettre les notes, et puis en fait il est là quand même, et puis d'un seul coup la musique va arriver. Et tout. Ou les percussions qui s'accélèrent dans les westerns. T'as un duel, t'as une note d'harmonica, une note de guitare comme ça qui est toute douce, puis d'un seul coup, au lieu de faire dum dum, ça va faire dum 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 dum. Enfin, ça va commencer à s'accélérer. Des petites percussions qui s'accélèrent pour monter la pression, alors qu'en fait finalement il se passe rien. Alors qu'à l'image ils sont fixes. A priori, il se passe rien, exactement. Ouais. Et ça marche. Voilà. Bon. Ouais, non, super. Il y a beaucoup de choses à dire sur la musique. Il y a beaucoup de choses à dire sur la musique dans les films. Voilà, ça c'est le podcast Film Musique, trouvable plus facilement que Filf Complot. Donc tu voulais que je commence pour de vrai ? Ah bah oui, c'est parti là. Si t'es chaud, ouais, sinon on y va. Et que je t'argumente le pourquoi je le trouvais moyen. Très bien. Je vais commencer par la partie où pourquoi il est pas moyen. Pourquoi ça reste un bon film, Miami Vice. Et est-ce qu'on finirait pas sur une note positive ? Ok. Ça me ferait plaisir. C'est un des premiers films tournés entièrement en numérique. Avec la Viper Thompson. C'est ça. Chouette. Qui n'est pas sans nous rappeler un certain Vidocq. Oh mon Dieu. Ouais. Non, vas-y, poursuivez, Julien. Donc, c'est pas une raison pour laquelle il ne fallait pas le faire, mais le ressenti dans ce film est souvent malaisant parce qu'il est très net, un peu tourné comme un documentaire, caméra à l'épaule, avec beaucoup de scènes qui vont être un peu mal stabilisées, ou en tout cas qui vont bouger beaucoup. Le film dure 2h20, ça reste une quantité, mais enfin, il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, donc c'est normal que le film soit si long, mais il est quand même difficile, enfin en tout cas sur une télévision, dans un canapé, à rester concentré sur cette image mouvante, très nette, pendant 2h20. En tout cas, moi j'ai ressenti un certain malaise à voir le film. Mais malaise qui n'était pas dû au film, ni au scénario, ni au jeu d'acteur, ni aux effets, ni aux actions, mais à l'image. Okay. Et tout comme Vidocq, il se permet des gros plans, justement un peu à la Vidocq, en fait, des plans très rapprochés, même des fois, pas des plans de visage, des plans, des gros plans. Non, c'est propre, la Vidocq, c'est dégueu. Non, ouais, c'est vrai, Vidocq, c'est saturé. Il y a certains plans qui sont très très similaires, attention. Non, Vidocq, l'image a été saturée, les couleurs dénaturées, tout a été maudit. La moindre image qu'on voit dans Vidocq, elle est salie, en fait. Là, on peut pas dire ça de Miami Vice. Là, au contraire, il capte. Là, pour le coup, on est très réaliste. On est avec. Ouais. Il y a il me semble qu'il y a une scène de nuit américaine qui est assez flagrante, mais sinon, on est quand même sur des couleurs très réalistes. Ce qu'on ferait en amateur, enfin un amateur, mais avec une caméra amateur, en tout cas au niveau du retraitement des couleurs, il y a très peu de choses, ou en tout cas, ça ne se sent pas. La différence, c'est que dans Vidocq, Pitof, il maîtrise pas sa réalisation. Il s'éclate avec la caméra, mais il maîtrise pas la narration avec sa caméra. Dans le cas de Mann, c'est un petit peu différent. Il sait ce qu'il fait et il maîtrise un petit peu mieux, quoi. Il a plusieurs saisons de Miami Vice derrière pour savoir quel plan fonctionne et quelles images il veut représenter. Il a fait Collateral aussi avant. Et Hit aussi. Donc, et il était beaucoup plus... Enfin, je pense qu'il a bien utilisé cette caméra. En fait, c'est un côté, effectivement, comme tu l'as dit, presque un peu documentaire, que n'avait pas Collateral. Et Collateral, il est beaucoup plus, j'allais dire timide, mais il est beaucoup plus posé avec cette caméra. C'est la même caméra, mais il est plus posé, il est moins dans l'action. Parce que ça demande moins aussi. C'est là où je rejoins Alan quand tu dis que il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais. C'est la manière d'utiliser la caméra qui est à chaque fois à bon escient. Ah, mais clairement, il le dit que c'est le rendu qu'il voulait, en fait. C'est ça, pour le coup, il est assez clair là-dessus, c'est ce qu'il voulait faire. Après, ça ne retire pas un peu en tout cas, de mon ressenti, le côté désagréable de le voir. Mais effectivement, c'est ce qu'il voulait. Donc,
il voulait que toutes les scènes soient limpides. Avec la caméra numérique, c'est quelque chose qui est possible. Effectivement, il y a très très peu de gestion du flou ou de la focale. Tout est visible. Du coup, on est aussi vite perdu dans la concentration sur l'action qui est en train de se passer, parce qu'on voit tout là. Pour le coup, tout est à l'écran. Et dans des scènes de fusillade, on est pour le coup très réaliste avec des gens qui tirent de partout, mais on peut tout voir et on ne se concentre pas sur l'action, enfin sur le personnage que voulait mettre en avant Michael Mann, parce qu'il n'y en a pas en fait. Tout le monde est aussi important, mais en même temps on est très vite perdu, on peut se sentir très vite perdu dans la multitude de choses qui se passent à l'écran. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que y a quand même du travail de composition de plan qui te permet justement de pallier tout se joue pas avec la profondeur de champ pour concentrer le regard. Et Michael Mann utilise la composition du plan pour mettre tel personnage, pour le mettre un peu plus en avant que le reste du décor. Mais effectivement, ton œil est quand même très vite porté sur l'ensemble de l'image. Ça, par contre, oui, je suis d'accord. Mais il y a quand même de la composition qui va diriger un peu ton regard. Complètement, mais t'as envie de tout voir et tu peux tout voir. Et du coup... quand tu et même des fois, il casse cette veux... composition délibérément pour rapporter ce côté un peu justement très documentaire, très... Ouais. Ok. Et du coup, moi je voulais en venir à la masterclass d'Astier au GIF, au Festival du film international de Genève, et où il est revenu avec une anecdote qu'on entend beaucoup, qu'il a beaucoup ramené sur l'utilisation de l'Alexa 65 pour le tournage du film Kaamelott. Où, selon sa légende, au moment du choix de la caméra, il est dans une pièce avec plein de caméras différentes, et qu'elles il hésitait entre la Lexia 65 et la Sony V-Nice. Et à ce moment-là, sachant que la Lexia 65 coûterait plus cher à utiliser, quelqu'un lui aurait dit « Oui, mais enfin, c'est une comédie, quoi. » Sous-entendu, c'est une comédie, donc on met moins d'argent là-dedans. Et le choix se serait porté sur cette caméra plus chère, donc en gros, pour une mauvaise raison, qui serait juste... pour lui, c'est une bonne raison de dire c'est pas parce que c'est une comédie qu'il faut pas y mettre les moyens. Ça, je suis entièrement d'accord avec cette vision-là. Par contre, choisir cette caméra-là uniquement parce que quelqu'un lui a fait une remarque que pour les comédies, on pouvait alléger le budget, il fallait pas que ça coûte aussi cher. Là, on tombe sur une mauvaise raison. On tombe sur de l'ego. Voilà. Et... Surtout que pour Kaamelott, il disait qu'à la base, il voulait l'utiliser pour pour sublimer les décors et tous les détails et tout ça, du paysage, etc. Mais... au niveau de la lentille, c'était la seule caméra qui ne supportait pas de lentille anamorphique dont il avait besoin, ce que faisait l'autre caméra qu'il avait repérée, donc la Sony V-Nice. Et donc, il a fallu trouver des alternatives. Outre la complexité de filmer avec cette caméra-là, qui nécessitait d'être déplacée avec un camion pour gérer les données, tellement elle enregistrait de données, en fait, ça avait l'air très très compliqué d'être géré, surtout en plein désert. Mais du coup, on a un choix de matériel, et on le sent dans le film qu'il y a quelque chose qui dénote par rapport au matériel utilisé pour filmer. Et cela dépend de ce choix initial, peut-être de cette phrase-là, qui fait que sans cette personne, il n'aurait peut-être pas pris cette caméra, et on aurait peut-être eu un meilleur film, en tout cas... Après, il disait que le budget avait été augmenté de 30% rien que par le choix de cette caméra, peut-être que ça aurait été remis ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, cette phrase, elle a provoqué quelque chose dans ce film qui fait qu'aujourd'hui, on peut en discuter, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour le second, il a dit que l'Alexa 65 supportait maintenant une lentille anamorphique, donc peut-être qu'on aura un rendu plus propre. Enfin, en tout cas, il peut retravailler avec la même caméra, mais avec un nouvel objectif, et on verra ce que ça donne. Je suis assez curieux. Ah ouais, carrément. Il va pouvoir faire ce qu'il voulait faire dès le départ. Voilà la raison pour laquelle le film, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas le supporter à l'écran, on peut... Miami Vice. Miami Vice, pardon. Oui.
Mais ça s'applique aussi à Kaamelott, du coup. J'entends bien. C'est vrai. Est-ce que ça te paraît Tout à fait. voilà, entendable, Ouais. cohérent Complètement. Parce que, pour en revenir sur la note positive, Miami Vice, ce serait aujourd'hui peut-être la meilleure adaptation au cinéma du jeu vidéo GTA. Continue. tellement. Ok. On a eu de très très mauvaises adaptations de jeux vidéo pendant des années. Et au final, celui-ci, bon, bien que s'appelant Miami Vice, on va retrouver de l'infiltration, des courses de voitures, des courses de bateaux, des courses d'avions, des courses de moto, des gunfights, enfin des armes à feu, de la drogue, du trafic d'humains, des barons de la drogue, dans une ville, dans un bayou, on va changer de pays, on va pénétrer le monde de la nuit. En fait, on a tous les éléments d'un bon GTA qui sont regroupés dans ce film. Donc c'est du pur bonheur. N'attendez pas une adaptation de GTA. Foncez voir Miami Vice. Il y a tout dedans. Donc C'est tellement vrai. Ou alors Michael Mann, faut qu'il réalise le film GTA, quoi. Mais c'est tellement d'une évidence, en fait. D'ailleurs, vous savez de quel GTA a été inspiré de pas mal de films, mais il y en a un en particulier qui a été bien source d'inspiration au tout départ. Hit. Oui. Réalisé Forcément. par... Michael Michael Mann, Mann. bien sûr. Et voilà. La boucle est bouclée. Donc... Bon, c'est génial. Voilà. Donc, meilleure adaptation de jeu vidéo... Enfin, de ce jeu vidéo-là. Donc forcément, c'est positif, en fait. Et je terminerai sur une note peut-être un poil moins positive. C'est que j'étais un peu déçu sur le traitement des femmes dans le film. Parce qu'il nous montre plein de femmes fortes. Oui, Ah, j'allais en parler de ça. Ouais, et c'est ouais. très frustrant. Et, Mais en le- fait, elles sont pas si fortes que ça parce qu'il faut les sauver quand même C'est ça. derrière. Peu- Et puis, ouais. la petite finalité, Ah ouais. c'est de Quand dire même, laisse tout tomber et puis viens, je te protégerai. Et juste cette scène-là, elle est dommage parce que sinon tout le reste, il fait un traitement des femmes qui était incroyable pour 2006. J'aurais tellement aimé avoir plus de scènes avec elle. En Ouais. fait, la moindre scène avec ces femmes-là, les membres de son équipe, là, Ah mais toutes. Ouais, mais elles sont incroyables. ouais. À chaque fois, la moindre scène, elle est impactante, elle est pile au bon moment, elle est pile ce qu'il faut. Et ouais, 3, 4, 5 de plus, ça aurait été cool. C'est vrai. Et juste cette scène-là à supprimer et puis on était bon. Pour ne pas provoquer ce petit élan de déception de la fin, quoi. Mais Tu parles après, de Trudy qui a le collier explosif. non, pas Ou du tout. Isabella à la fin. Bah, même Trudy, je trouve que Parce c'est que une femme forte, non, mais elle est. Ouais, mais justement, en fait, le collier explosif, c'est pour faire un rappel au début à la femme de l'Indique. Oui, oui. Et c'est une histoire de. C'est comme Jesus Montoya qui dit dans la voiture passez mes amitiés à votre famille, tu vois. C'est une menace un peu déguisée que voilà, on sait qui vous êtes, on sait où vous êtes, on sait avec C'est qui ça. vous traînez. Non, je pensais Voilà, plus. qu'une femme forte soit comme ça avec son collier explosif, ça, j'ai pas vu ça comme une Non. demoiselle en détresse à sauver. Pas du tout. Là, c'était leur mode de fonctionnement. Moi, Donc, pour le coup, un petit peu quand même. Mais même si elle arrive à donner quelques petites infos justement de là où Oui, elle c'est est ça, et tout, elle est quand même elle forte reste à forte son- même Ouais, oui. dans sa position. Donc ça, c'est cool. mais je parlais plus de la conquête de Colin Farrell. Ouais, Aussi, Isabella. aussi, ouais. oui, Isabella, ou à la fin, avec, c'est- Juste cette scène de dire bon, laisse tomber toute la mafia parce que alors qu'elle gère tout d'une main de maître en fait. C'est clair. C'est elle qui a le pouvoir de lui dire laisse tout tomber et viens, je te protégerai. Alors que S'il faut, le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, elle se réveille, elle refait la même. c'est ça. Elle recommence. Ouais. Et puis c'est plutôt elle qui a le pouvoir et Mhm. la force de le protéger c'est lui ça. que l'inverse. Donc Alors que c'est elle qui aurait renversé finalement la situation et puis je sais pas, elle se serait mis vraiment à la tête du truc. Enfin, complètement. ouais, ça aurait été plus. Je suis pas inquiet pour elle. Non, 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 pas du tout, effectivement. ouais. ouais, Ah c'est oui, non. clair. Je le suis bien plus pour Colin Farrell, du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Ah, ça ferait une bonne suite, du coup, j'avais pas pensé à ça. Colin Farrell, tout en mode Thor post Colin Infinity Farrell. War, tout gros, tout dépressif. Ouais. Non, et puis je sais pas si elle voulait un peu se venger de lui. Enfin, ça, il y a une confrontation du coup entre les deux. Si elle refait son business, par exemple, ça serait Ah intéressant. oui. De toute façon, elle va refaire ce qu'elle sait faire. Donc Ouais, a priori. Hein. Ça pourrait faire une suite intéressante. voilà, tout ça pour un budget de 135 millions. C'est pas rien quand même. C'était
bon gros budget, et pour un revenu total de 196 à l'international, ce qui était pas ouf. Non, mais c'est de la faute à Jamie Foxx. Tu crois? Eh ben, moi je dis oui, il fallait le faire. Même si c'est pas conseillé pour tout le monde parce que c'est vraiment un film d'action bourrin. Mais bon, un film d'action complet. Alors, Très bien. voilà, film d'action complet. C'est pas un film d'action. Mais, Enfin, Et du coup, si tu penses que c'est de la faute de Jamie Foxx, eh ben, je te laisse la parole. c'est vrai, tu veux Vas-y. pas y aller, Alan? Comme tu veux. Non, je veux pas. On fait un Shifumi. Comme tu veux. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment moi qui commence à chaque fois. D'accord, ouais, non, tu veux finir pour... Ouais, voilà. J'y vais. C'est parti. Mais je répondrai, Julien. Je répondrai à votre... Merci. Avec plaisir. Donc pour moi, le vrai vice dans le film, c'est Michael Mann lui-même, qui filme sous les douches. Non, mais... Il profite un peu de cette caméra numérique pour se rapprocher au plus près des personnages. Non mais vous imaginez le mec sous la douche avec la caméra et puis enfin les trois ensemble dans la Devant douche. Jamie Foxx et Naomi Harris. Oui, et puis ensuite j'ai- il recommence avec Colin Farrell et puis Gong Li. C'est Oui, mais- Combien de prises pour ces scènes-là? ouais, voilà, c'est ça. Moi, suis curieux. je veux savoir. Donc, le format numérique, je vais revenir dessus. Ça, donc, comme tu as dit, ça donne des plans très réalistes. Et Michael Mann, ce que j'aime, c'est qu'il s'approprie complètement cet outil numérique. Contrairement à d'autres qui ont un peu du mal à passer le cap, lui, vraiment, il s'amuse à voir, ok, c'est un nouvel outil. Au lieu de faire ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant, tu vois, qu'est-ce que ça peut apporter au film. Et c'est un des premiers réalisateurs à s'être approprié à ce point-là une caméra numérique. Pitoff a essayé, il a essayé, c'était pas loin. Et il a eu des problèmes. Il s'est amusé avec, ça au moins. Non, il je suis même mérite, pas sûr qu'il se soit amusé avec. Si, je pense qu'il s'est amusé avec Ah ouais. Pitoff. Ouais. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment sur la partie le moment où il a filmé, où il s'est amusé, ou si c'est le retraitement derrière de l'image numérique. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, Michael Mann, je trouve qu'il s'approprie le truc. Alors, il y est allé par étapes. Hein. Apparemment, il a déjà fait des petites scènes numériques, quelques plans numériques sur Ali, avec Will Smith. Ensuite, il y a eu Collateral, qui est vraiment un des premiers films filmés comme ça, je crois. Qui est magnifique, qui est maîtrisé. Et il pousse un tout petit peu plus son expérimentation dans Miami Vice. Et là, il s'approprie vraiment complètement cet outil dans ce film. Et je trouve que c'est un des gros points forts du film. Toi, ça te met mal à l'aise. Moi, je trouve ça assez fascinant en termes de mise en scène, ce qui s'amuse à faire justement avec cet outil, quoi. Il se permet justement de rapprocher, ça capte plein de détails en fait. On est arrivé à une époque où les capteurs numériques finissaient par capter mieux la lumière que l'ancienne méthode où tu étais obligé d'éclairer à fond les plateaux. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il avait aimé Collateral, et qu'il avait filmé tout de nuit et tout. C'est ce qui donnait ce rendu si particulier. Et là, avec Miami Vice, c'est pareil, ça donne ce côté très documentaire, mais c'est limite, il enlève. Enfin, je sais même pas s'il y a de l'éclairage sur le plateau. Ou... Et des fois, c'est vraiment. il prend la lumière telle quelle, quoi. Il prend la lumière naturelle. Et par moments, j'adore les plans. J'adore ce plan, comme il capte ces orages en fond, là. C'est fantastique. Ouais, c'est la Golden Hour, là, quand ils sont à Cuba, là, ou je sais pas quoi, c'est Cuba. Hein. La Havane. La Havane, ouais. Voilà, donc vraiment, moi, le gros point fort de ce film, c'est ça. Michael Mann, c'est quelqu'un de technique, hein, et là, effectivement, il prouve. Il prouve son savoir-faire là, sur ce truc-là. Et il arrive à donner ce côté documentaire complètement assumé, complètement voulu, parce qu'il aime bien. Apparemment, il bosse toujours la réalité, le réalisme sur ses films. Hein, c'est toujours très poussé. Ça avait été dans Hit, ça avait été le cas. Même Will Smith, là, dans Ali, apparemment, il l'a poussé vachement à l'entraîner. Là, pareil, je crois que Colin Farrell, il a pris 6 mois d'entraînement aux armes à feu. Ouais, c'est ça, mais ça se voit, quoi. Ça pour le coup,
on voit le rendu à l'écran. Il y a des moments, je me demande même s'il passait pas réellement de la drogue. Non, mais tu sais, quand ils sont dans les paquebots et tout, je me dis, non, mais Michael Mann, il est assez fou pour passer réellement de la drogue pour ce. Ils ont tourné dans des quartiers assez dangereux. Il y a eu une fusillade, enfin, j'en parlerai, mais il y a eu une fusillade. C'était où cette fusillade en République Dominicaine. La fin du film devait se passer en République Dominicaine, et parce qu'il y a eu cette fusillade, Jamie Foxx a dit non, moi c'est pas la peine, on arrête ça tout de suite. Il est rentré aux États-Unis et du coup il a jamais voulu y revenir. C'est pour ça que la scène de fin se trouve aux États-Unis. C'est une scène qui avait été écartée par Michael Mann et sur laquelle il a dû revenir. On choisit son film. Ok, finalement on va prendre celle-là parce que mon final en République Dominicaine, mon acteur principal veut pas la faire en fait. Donc il y a eu des moments un peu dangereux dans ce tournage, et la scène, je sais pas si vous voyez la scène de l'échange entre les white suprémacistes, enfin les races, enfin les blancs, là, les racistes, les nazis, hein, on peut dire ça comme ça. Les nazis, enfin tu sais l'échange au début, vraiment au tout début du film, quand l'indique, quand Lorenzo dit ok il y a un truc, j'ai tout balancé, je suis désolé, j'ai tout balancé, et en fait on voit une voiture. Je crois que je sais pas quel est le nom de ce fusil, mais en fait se faire déchiqueter, on voit même un bras qui vole. Oui, c'est très impressionnant. C'est des vraies balles. D'accord. Ah ouais. Ils ont utilisé des vraies balles. Ah bah tu vois, on se demandait avec Julien justement. Non, je pense pas qu'ils soient servis d'une vraie balle pour le bras qui se fait arracher. Ah c'est des mannequins dedans. Ah oui. Non, dedans c'est. Bah, oui. Alors, alors parce que en fait il y a une différence entre cette scène-là qui est très réaliste et le même fusil utilisé à la fin, qui fait faire des super saltos aux personnes qui se prennent des balles. Notamment une dans le pied qui lui fait faire un super salto arrière. Alors que normalement ça lui arrache. Normalement ce qui se passe c'est ce qui se passe dans cette première scène, donc ça lui arrache le membre. Ouais. Et voilà, c'est le seul point où je me suis dit, ah tiens c'est dommage, on était ultra réaliste, que ce soit sur la recharge, que ce soit sur le type de balle, sur les effets, les impacts et tout ça. Et il y a juste ce petit salto qui dit, ah bon, ok, bon c'est fun, mais ça c'était pas utile. Mauvaise idée. Ouais, mais c'est un détail dans un. Ouais. Non, mais c'est des fois un détail, ça te sort du film. Ah, mais là, non, mais ça peut parfois être un peu touchy. Mais oui, donc c'était des vraies balles, des vrais impacts. Ah ouais. Et d'ailleurs, je reviens à Jamie Foxx, c'est lui qui a foutu un peu la merde pendant le film, non ? Parce qu'en fait, il avait du succès, il venait d'avoir un Oscar. Il vient d'avoir un Academy Award, et du coup, en fait, entre le moment où il a signé pour jouer dans Miami Vice et le moment où il a commencé à tourner, il a reçu un Academy Award. Du coup, il en a profité pour faire gonfler son salaire. Ouais. Colin Farrell, mon Colin Farrell a dû baisser le sien. Oui, okay. Monsieur. Il a dû baisser le sien. Il a dû baisser le sien pour que Jamie Foxx ait ce qu'il demandait. Des trajets en jet privé. Oui, voilà, j'ai vu ça, les trajets. Tout un tas de choses. Après, je le trouve au service du film quand même, parce qu'ils se sont rencontrés sur Ali. Ils ont joué Collatéral ensemble. Je pense qu'il y a un vrai respect pour Michael Mann et pour le film. Ouais, et puis il joue bien quand même. Ouais, non, et je pense que. Enfin voilà, j'y reviendrai, je te laisse parler. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est pas un peu légèrement en retrait ? Parce que ça reste un duo de flics où tu es censé avoir les deux au même niveau. J'aime bien quand il est sérieux, Jamie Foxx. Quand il s'essaye à la comédie, quand il essaye d'être drôle ou un peu foufou. Comme dans Baby Driver, pour moi ça marche pas, c'est pas l'acteur. Non, je trouve qu'il est excellent en étant sérieux. Mais ouais, je trouve sobre et hyper sérieux, et ça lui va très bien en fait. Mais sauf qu'il est quand même c'est plus Colin Farrell qui est en avant dans le film quand même, notamment avec son histoire avec Gong Li. Hein. Enfin, légèrement, hein, mais c'est peut-être aussi à cause de ces histoires qu'il a fait sur le plateau qui fait que il est passé légèrement en retrait. Hein, ou alors c'était le scénario qui était comme ça, j'en sais rien, mais. Enfin voilà. Après, j'ai pas forcément les références par rapport à. Parce que c'est tiré d'un des épisodes de la première saison. Ah ouais, ça je sais pas, j'ai pas regardé ça. Ouais. Et, parce que Michael Mann était producteur de la série, pas réalisateur, et il s'est servi. Il a réalisé sur la première saison. Hein. Oui, mais un épisode. Enfin, c'est assez peu. Peut-être le pilote, j'en sais rien. Sa réalisation sur la série. Mais du coup, je connais pas la série d'origine en fait. Et je l'ai pas regardé pour le podcast. Ça faisait beaucoup, donc je sais pas quelles sont leurs relations, mais c'est vrai que là, ils semblaient. Ils se font confiance, mais ils ont pas l'air de bosser ensemble. Ah, c'est plus subtil que ça. Enfin, j'y reviendrai. Ouais. J'y reviendrai. Oui. Mais j'ai un point là-dessus. Ok, parfait. Et je voulais juste rebondir sur, tu parlais de la République Dominicaine, enfin c'est vrai qu'ils ont tourné dans beaucoup dans le monde, et c'est justement ces lieux de tournage qui m'ont fait réaliser de la générosité du film. C'est qu'à un moment, Isabella
sort d'une banque à Genève. Ouais. Mais Et, on est à Genève, en on fait. est réellement à Pour Genève, de vrai, ouais. pour une scène qui dure 5 secondes. Ouais. Elle sort d'une banque. Ah ouais. Et c'est pas en plateau, c'est pas tourné. Non. Enfin, il y a les plaques Donc, il y a suisses. toute On une est à équipe Genève, qui a, quoi. qui a pris le. Non, et puis même au-delà des plaques suisses, parce que tu peux mettre des plaques suisses Oui, aussi. enfin, Oui. pour un film où tu veux, et puis, ça se fait, mais l'architecture, c'est, enfin, pour Ah oui, avoir oui, bossé, non, mais pour non, avoir mais bossé, enfin, pour on- vivre à on y côté est. de Genève, on y est. Hein, C'est ça. C'est Genève, clairement. Juste Et pour effectivement, un pour- plan de alors quelques que secondes, 20 quoi. secondes. Alors que c'est marrant, c'est que c'est le seul pays qui n'est pas accrédité dans le générique. Ah, c'est pas vrai. Donc Ok. ça a bien Ouais, dit j'ai que pas fait c'est tourné dans tous les autres. Enfin voilà, tous les autres sont bien mentionnés. Et j'ai vérifié pour me dire, mais ils étaient à Genève ou pas? C'est pas marqué Suisse, mais on y croit, on est à Genève. quoi. Alors, peut-être qu'ils ont vraiment passé de la drogue, qu'ils ont posé des sous dans une banque suisse, tu vois. Et le Suisse est en Suisse et Ah, tout. et- Il a dit non, je ne veux pas que mon pays apparaisse sur le Ouais. crédit. Ouais, Ah ouais, ouais. c'est Mais il s'est dit, bon, on va quand même faire une petite scène en Suisse tant qu'on y est, tu vois. Ou alors ils ont oublié parce que c'est un petit pays, je sais pas. Je sais Facile pas. de passer à côté. Ouais, du coup. Désolé, on n'arrête pas de non, te non, couper, non, du non, coup. c'est très bien, et puis ça va dans la lignée de ce que je disais. Mis à part ces caprices de diva de Jamie Foxx, qui peuvent se comprendre, enfin, ouais. Ouais, bah, ça reste un professionnel. Hein, tous les acteurs sont, je les trouve très investis. Ça, Michael Mann, il est assez fort aussi pour ça. Hein, au niveau direction d'acteur, il n'y a pas à dire. Donc ça, c'est très très bien. Surtout Gong Li. On l'a revu dans d'autres films, elle. Ben, ça me dit rien, je suis désolé. Ouais. J'aimerais vous dire que oui, mais J'ai pas cherché, mais je la trouve. ça me dit rien. Je trouve que c'est presque l'actrice la plus forte du film. Elle est extrêmement nuancée dans ses gestes, et la caméra numérique de Mann arrive à capter justement toutes ces petites nuances de jeu. Enfin, moi, je trouve ça... Non, ouais, elle m'a beaucoup impressionné dans le film, cette nana. Mis à part le fait que, du coup, c'est une femme forte qui finalement, vers la fin, c'est un peu... Voilà, Oui. mais ça, c'est la faute du scénario, c'est pas la faute de l'actrice. Il y a quand même des moments où je me disais, mais... pour un film qui s'appelle Miami Vice, ils sont pas beaucoup à Miami. Bon, j'exagère un peu. Mais bon, Cuba, tout ça, ouais, mais ça va. Tiens, d'ailleurs, ils sont même en Colombie à un moment donné. À tous les coups, ils sont vraiment en Colombie, je pense. Mhm. Comme le coup de Genève, hein. Oui, c'est ou à une scène qui Pointe-à-Pitre. dure... En Haïti, là, à Pointe-à-Pitre. Mais ouais. Putain, c'est fou, en fait. Il s'est fait plaisir sur ce tournage. hein. Ouais, c'est clair. Donc, comme on disait, le man, il a produit la première série et tout, donc il connaissait son sujet et tout. Et il est pas tombé dans le travers de rester fidèle à la série. Il en a fait quelque chose de complètement moderne. Mais la série, à la base, était déjà un peu moderne, justement, parce que vu qu'il produisait la série, il cherchait des choses réalistes par rapport au gang de Miami, à la drogue et tout. Donc c'était déjà un peu le cas, a priori. C'est pareil, j'ai pas revu la série. Mais il se renseignait déjà là-dessus de base. Donc il l'a remis au goût du jour de la meilleure façon qu'on puisse faire dans une adaptation, en Oui. fait. Ça, Ouais, je je peux suis pas dire le d'accord. contraire. Il la met de manière très moderne, tout en gardant l'esprit un peu original de la série. Et ouais, c'est la meilleure façon de faire. Il l'a fait au bon moment. 2006, Peut-être on, au bon moment. Ouais, je sais pas. on est dans ce début de transition des téléphones portables au tout numérique smartphone. Donc il aurait fait 2 ans plus tard, cette transition aurait été amorcée beaucoup plus forte et du coup beaucoup de choses auraient changé. Ouais, Et c'est vrai. il aurait dû beaucoup plus se séparer de la version originale ou se renseigner sur comment fonctionnent les réseaux avec les smartphones. Enfin, un sujet qui vrai. est pas du tout traité, mais juste parce que alors l'iPhone c'est 2004. Donc il l'a fait vraiment juste sur cette transition au bon moment pour être moderne avant le tout numérique, quoi. Ah ouais. Et d'ailleurs, par moment, je sais pas si ça vous a fait ça, je reviens sur la façon de filmer. Justement, des fois, ça fait, on dirait que c'est filmé avec un iPhone, quoi. Enfin, de notre époque à nous maintenant, tu vois. Ça, je trouve ça marrant. Et enfin voilà. Enfin, on a des caméras numériques portables complètement ouf sur nous. Il faut le savoir. Enfin bref. Mais malgré tout ça,
eh ben, j'ai eu beaucoup de mal à être pris par ce film. Même si je reconnais énormément toutes ses énormes qualités. Hein. Déjà, la musique. La musique, bah, ça me pose problème, moi, sur ce film. Je la trouve pas toujours... Elle est cool, la musique, mais je la trouve pas toujours adaptée à l'image. Des fois, ça me sort complètement du film. Alors, de temps en temps, elle est bien, comme c'est le morceau de Mobile avec le passage en bateau, ça rend super bien. Mais la plupart du temps, ça colle pas avec ce côté froid et documentaire du truc. Et tu vois, je préférais... c'est l'erreur que n'a pas fait... Nolan avec Batman, qui reprend un style un peu similaire de réalisme, pas tout à fait comme Man, mais sur Batman il met des sons plus froids, qui vont avec l'image. Là t'as des musiques parfois des années 80, enfin parfois pas, mais très des fois électro, enfin et ouais, il y a des moments ça me sort du film, j'y trouve pas adapté du tout. Ça me fait une sorte de décalage en fait entre ce que je vois et le ton que le film essaye de donner. Et qui rappelle les années 80 ou des trucs comme ça, mais... Et c'est tout mon souci sur le film, d'ailleurs, ce petit décalage entre ce format artistiquement très brut, très beau, d'ailleurs, hein, avec cet emploi du numérique, et ce côté toujours un peu années 80, que ce soit au niveau du scénario où les nanas bah, finalement elles sont pas si fortes que ça, alors qu'il y a ce côté moderne où elles le sont, avec ce son musical, cette musique bah, qui rappelle les années 80 mais qui colle pas tout à fait à l'ambiance du film. J'ai mis un moment avant de chercher, enfin régulièrement je décrochais du film et je savais pas pourquoi en fait. J'ai réfléchi franchement un long moment avant de piger ce qui allait pas, et je crois que c'est ça. Il y a une sorte de... Autant il adapte parfaitement le truc en gardant l'esprit de la série des années 80 et en le mettant de manière moderne, autant c'est ça qui va pas dans le film, pour moi. Ça crée une sorte de décalage, et j'aurais voulu qu'il pousse le curseur plus loin dans la modernité en fait. Et j'ai un souci là-dessus, quoi. Et que ce soit au niveau du scénario, alors ouais, parlons-en du scénario. On a une histoire d'infiltration, même si elle est très bien traitée, elle est putain de classique. Il y a rien de fantastique dans ce scénario. Alors, quelque part, ça revient aux séries, hein. Ça fait quelque chose de très sériel, justement. C'est un scénario très série télé. Mais pour un film, t'essayes de faire un peu plus loin, quoi. T'as les mecs qui s'infiltrent assez facilement, d'ailleurs. Coup de bol, mais je trouve que ça marche bien encore. Et après, tu vois tout venir. Enfin, la relation impossible avec la nana, la trahison de l'autre gars parce qu'il est jaloux de la relation de la nana, le coup que ça va mal se passer, et puis qu'ils vont être dans la même situation qu'on nous a montré au début. Enfin bref, voilà, rien de... Que l'autre, que sa nana donc est menacée, puis forcément elle va être enlevée, puis va falloir aller la libérer à un moment donné. Voilà, aucune surprise dans ce scénario. Enfin, j'attends pas forcément de la surprise, hein. On peut faire un très bon film en étant classique, mais là, bah là je m'ennuie, quoi. Enfin, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à adhérer. Il y a un moment du film, ouais, je m'ennuie et je décroche de plus en plus, quoi, à chaque petit truc comme ça, quoi. Et oui, dans le scénario, quand même un truc que j'aime bien, c'est l'ampleur qu'a le gang. On est vraiment avec un gang qui a des moyens extraordinaires. Comme dit la nana à un moment donné, l'argent, c'est pas un souci pour eux, quoi, clairement. Et du coup, ils ont même des moyens militaires, puisqu'on a ce mec tireur embusqué ouais, c'est complètement fou. Et ça, par contre, je trouve ça hyper intéressant, ce traitement-là, parce qu'en plus, ça doit être assez vrai. Il doit y avoir des gangs comme ça. Oui, en fait, on les appelle alors, c'est... Merde. Alors, il y a mobile, je crois que c'est les multinationales mobiles. Ouais. En fait, c'est pas juste un cartel qui va essayer de faire passer de la drogue du Mexique. Des gangs ou des cartels, c'est même le nom qu'on vient même plus. Ils sont à l'international, et quand ils sont dans la chambre, Jesus Montoya et Isabella, il lui dit le shipment, la cargaison de Chine arrive quand,
enfin les armes, enfin ça parle de tous les pays en fait. Ils gèrent une multinationale. Ouais, quoi, c'est ça, c'est un truc. C'est une incroyable. ampleur incroyable avec une force armée derrière qui peuvent se permettre. Et j'aime bien comme on nous le montre. Tu sais, en fait, vas-y, finis. Pardon. Ouais, non, vas-y. En fait, j'aime bien quand on. C'est un truc que j'ai trouvé avec la série Hannibal, en fait. La série Hannibal, il y a plein de choses hyper subtiles que c'est à toi de comprendre. On t'explique a priori pas grand-chose, en fait. Et j'aime bien ça dans ce film. Ouais. J'aime bien ça. Personne dit jamais, mais en fait, Tubbs et Sonny, ils se connaissent depuis 15 ans. Ils sont coéquipiers depuis oui, c'est X vrai. années. Ça, par contre, ça, j'ai tu vois, beaucoup mais aimé on te montre par certaines subtilités que j'expliquerai comment et pourquoi ils se connaissent et pourquoi ils se font confiance. Et ce gang-là, comme tu dis, enfin, ce gang, on est au-delà de ça, mais ce cartel mobile, personne ne nous dit ils sont implantés là depuis 15 ans. Il y a Fujima, l'agent du FBI au début, qui nous dit, lui, il est même pas au courant de il est même pas au courant pour lui, ce gang, pour lui c'est un gang qui s'arrête à José Hierro. Ouais. Ça va pas au-delà en fait. Tellement ils sont invisibles. Tout ce qu'il y a au-dessus est invisible. Et pour autant, ils sont partout. Ils sont dans les militaires, ils sont dans tous les pays qu'on peut Alors imaginer. ça, c'est le truc au début où j'accrochais bien, justement. Et parce j'aime qu'il y bien a cette histoire de gang. Pas. Ouais. J'aime bien qu'on le découvre au fur et à mesure, en fait. Ouais. Et surtout qu'à la base, ils sont même pas là pour ce gang. Ils s'infiltrent, et en fait, ils se rendent compte que, attends, on est tombé sur un truc beaucoup plus gros, donc on va rester dessus, en fait. Ça franchement, oui. Ouais. Et j'aime bien que le scénario nous fasse confiance pour le comprendre de nous-mêmes, pour essayer de choper les indices là où ils sont, et à nous de réaliser, ah oui, en fait, c'est bien plus gros, quoi. Ouais. Non, tout le traitement du début, justement, ça, par contre, effectivement, ça, j'aime bien aussi. C'est même le fait qu'on nous balance direct dans une enquête, ils sont en infiltration dans la boîte de nuit, d'où les costards, tout ça. Et pouf, on est direct avec eux dans leur boulot, et puis ils vont être mis sur une autre affaire. C'est une introduction presque à la Indiana Jones, hein, c'est pareil. Hein, mais il y a tout ce qu'il faut. Mais ça marche bien, ça marche très bien, ça, ouais. Donc oui, ça c'est pas mal. Et donc on a ce gang qui... du coup les personnages ils se retrouvent face à une menace qui est complètement dingue, tu vois. Du coup on pourrait s'inquiéter pour eux, mais non. Encore une fois, ça c'est un truc qui m'embête un peu, je suis pas inquiet pour les personnages. À la fin, là, cette fusillade, j'ai juste envie que ça se finisse. Au pire, s'il y en a un qui pouvait se prendre une balle, ça serait cool. Mais il y en a un qui se prend une balle. Ah ouais, il y en a. Justin Trudeau, je sais plus le nom de son personnage, mais Justin Trudeau, dans l'équipe à côté, mais je veux dire, les deux acteurs principaux, là, ils sont intouchables, quoi. Mais évidemment. C'est... Comme si... Non mais voilà, mais du coup, on pourrait s'inquiéter pour eux, parce qu'ils sont vraiment dans une situation délicate. Moi, je m'inquiète pour le petit cœur de Colin Farrell. Tu vois ? Ça m'inquiète. C'est vrai. Alors oui, c'est pas une blessure physique de bourrin, c'est sûr, mais bon. Moi, son petit cœur m'inquiète. Et ben j'en viens à ça, justement. C'est au final... le film se transforme, c'est plus du tout un thriller, c'est... finalement, c'est une histoire d'amour. Et comme toutes les histoires, Alan. Je croyais que t'aimais plus les... J'aime pas les histoires d'amour d'adolescents. Ça, effectivement, j'ai développé une allergie. Bon, alors je dis pourquoi... on y est dans l'amour adolescent, c'est Roméo et Juliette. Tu vois, vraiment... C'est Colin Farrell, quoi. avec sa petite... son petit mulet, ouais. Bah, ça, c'est Miami Vice. Hein. Ça, c'est Miami Vice, ouais. On a des codes à respecter. Mais voilà, justement. Dans les années, autant le film est moderne, autant que Colin Farrell, là, du coup, il est resté dans les années 80, quoi. Mais tout lui va. Non, mais je trouve que ça va bien au personnage. Évidemment, tout lui va, ce garçon. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à t'y attacher, par contre. Mais par contre, effectivement, au personnage de Colin Farrell, je suis jaloux, j'ai plus de cheveux. Eh ben c'est moche, ça n'a jamais embelli qui que ce soit la jalousie. Moi je vous dis ça, je pose ça là. Ah, je pensais les cheveux. Pareil, leur relation... Parce que je vois bien que vous vous laissez pousser les cheveux, Julien. Je vois bien, j'ai remarqué ce matin. Et leur relation amoureuse, du coup, pareil, je rentre pas là dans ce truc-là, j'ai du mal. Pourtant, elle est presque bien amenée, elle est plutôt bien filmé, mais ouais. Par contre, t'as bien analysé les scènes sous la douche. Par contre, oui, voilà, les scènes sous la douche sont très intéressantes. Michael Mann aussi, il a beaucoup aimé.
Et voilà, moi, encore une fois, ce truc-là, bah pareil, fait un peu ancien, fait un peu... ça sort aussi de ce côté thriller très réaliste, presque documentaire. T'as ce truc-là qui décroche un peu. Et oui, effectivement, il y a cette tension d'amour impossible. Alors, apparemment, c'est souvent dans les films de Michael Mann, il aime cette thématique des amours impossibles. Il a deux choses. Apparemment, il aime les personnages qui sont compétents dans ce qu'ils font, et les amours qui vont pas avec ses compétences, en fait, au final. Et encore une fois, là, c'est beaucoup traité, c'est peut-être trop traité, je sais pas. Mais il y a un truc qui m'embête là-dessus aussi. Enfin, je rentre pas dans le truc. Et finalement, c'est plus une sorte de comédie dramatique, enfin de romance dramatique que de vrai thriller. Enfin, il joue sur deux tableaux qui... Ouais, je sais pas. Des fois, c'est bien, hein, ce genre de mélange, mais là, il y a un petit truc qui m'embête là-dessus. Je crois que j'en ai à peu près fini. J'ai une question pour toi, Alan. Ouais. Tu parlais de la musique, et j'aimerais revenir sur le prisme avec lequel on regarde les films. Est-ce que tu penses que la thématique du vote étant la musique, enfin tu vois, étant sur la musique et sur les films, est-ce que tu penses que là, en voyant Miami Vice, c'est quelque chose qui t'est ressorti en disant ah mais en fait non, là ça ne colle pas parce que j'y ai fait un peu plus attention parce qu'on parlait de la musique dans les films ou pas? Ça a dû jouer un petit peu, parce que c'est vrai que des fois la musique c'est le petit truc sur lequel je passe à côté, alors que je devrais pas, parce que c'est super important, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus où je suis très concentré la plupart du temps. On pourrait aussi dire que si tu passes à côté, c'est qu'elle fait son boulot en fait. C'est qu'elle fait son boulot aussi, ouais, peut-être. C'est justement si tu l'entends qu'elle se démarque et que du coup elle est peut-être hors... Mais vu que tu avais lancé un peu cette thématique-là, j'ai dû faire un peu plus attention. Et ça a joué dans le fait que ça m'a décroché du film, quoi. Effectivement. Et pour moi, il fallait pas le faire. C'est terrible. Malgré tous les... Mais mince alors. Ouais. Ouais. Malgré tout quand même les bonnes raisons que je peux donner au film, le film au final, non, fallait pas, non. Je pense qu'on peut arrêter le podcast, mais définitivement Alan a dit non à un film, tu vois. Mais puis ça a l'air catégorique en plus. Ouais, c'est ça. Je suis un peu choqué, je crois que mon cœur bat un peu plus vite que d'habitude. T'as un truc pour prendre l'attention ? Oui. Mes doigts. Alors je vais attendre un peu. Merci. Merci. Mais voilà, ouais, non, peut-être que j'aurais aimé que Michael Mann pousse plus loin le curseur dans lequel il était, parce que c'était bien, je sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Bon, je vais essayer. Dans le scénario, Je vais essayer de te convaincre. Beaucoup dans le scénario, ouais, je sais pas. Très bien, merci Alan. Analyse très intéressante en tout cas. Oui, j'ai beaucoup parlé, pardon. Allez, c'est à toi. Pardon. Oui, en même temps, on est là pour ça. Il n'y a pas tellement de limite de temps non plus. Hein. Et pour une fois que tu dis non, je pense que ça devient... Enfin, quand on dit non à un film, je pense qu'il y a quelque chose de viscéral qui nous fait beaucoup plus argumenter le non que le oui, en fait. Du coup... Alors, moi, je vais dire oui, et j'ai 8 pages. Ok. C'est parti. Non, c'est pas vrai. Il nous en montre 2. Oh, non, quand même bien rempli. Ouais. Ok, tu as dit non. J'ai dit non. Ok, très bien. Du coup, par où je commence c'est une adaptation, on l'a dit, tu l'as dit, Julien, tu l'as rappelé. C'est une adaptation. C'est effectivement pour moi une très bonne adaptation, parce qu'elle a été un peu remise au goût du jour, et enfin c'est plus contemporain. Et tu parlais d'impact fort sur une génération, tout à l'heure tu as dit ça. Et cette série a eu quand même un impact immense sur sa génération. Les t-shirts pastels de Don Johnson en dessous de son costume, sa petite barbe un peu naissante, quoi, ce côté, ses cheveux longs, sa montre, les grosses voitures, tout ça, ça a eu un impact incroyable, même en termes de commerce et de business de fringues, qui a été assez impressionnant. Et c'est beaucoup caricaturé. Quand on veut reparler des années 80, on s'habille beaucoup comme ça, en fait. Quand on voit un épisode de Friends où on revient quelques années auparavant et on voit Ross et Chandler arriver avec ce genre de blazer comme ça, alors eux, ils sont plutôt dans le groupe Wham,
Ils sont en train de singer le groupe Wham, mais en fait, on pense clairement à Miami Vice en termes de vestimentaire. Ouais, c'est vrai. Donc, Miami Vice, c'était ça en fait, c'était des missions d'infiltration. Alors, mon père l'a regardé, donc je ne l'ai pas suivi assidûment comme je pourrais suivre une série maintenant, parce que ça passait sur je ne sais plus quelle chaîne, M6 peut-être, ou TF1, et du coup, voilà, c'était ponctuel tous les lundis à telle heure ou tous les dimanches à telle heure. Voilà, mais j'ai pas suivi comme je peux suivre une série maintenant, donc pas de manière assidue. Mais j'en ai vu des épisodes. Et effectivement, ce sont des infiltrations. Effectivement, c'est des coéquipiers qui se font confiance. C'est un style vestimentaire très précis. Parce que je me suis renseigné un peu, ils pouvaient changer par épisode jusqu'à 8 fois de fringues chacun. Waouh, ok. Non, enfin, on en est là, quoi. Tu vois. C'est effectivement des grosses voitures et c'est surtout la musique. La musique, elle est reconnaissable, elle est... comme la musique de K2000, comme la musique de MacGyver, en fait, comme tous ces génériques de l'époque, en fait, qui nous reviennent un peu comme Madeleine de Proust, dès qu'on l'entend. L'agence touriste aussi. Et donc, dans cette adaptation de Michael Mann, les costumes, on les a. Dieu merci, il n'y a pas de pastel parce que c'est plus l'époque. Mais on a quand même un t-shirt sous un costume sur Colin Farrell. On a les grosses voitures. Et c'était les bateaux. Ouais, les bateaux, on a les bateaux qui vont, les fast boats, on a les grosses voitures qui étaient des saisies. En fait, à l'époque, c'est pas du tout la voiture de Sony, du coup, mais bon, c'est des... Enfin bref, on a ces codes-là. On a malheureusement, on n'a pas la musique. Malheureusement, parce que c'est une Madeleine de Proust, mais en même temps, elle n'a pas sa place. Dans ce film-là, c'est une musique électro des années 80, et ça, pour le coup, Alan, ça aurait trop dénoté par rapport au style de film. Parce que je suis pas du tout d'accord avec toi sur l'utilisation de la musique. Je trouve qu'elle donne du rythme, et surtout dans la scène d'intro. Pour moi, la scène d'intro, elle est hyper importante, mais aussi parce que la musique donne du rythme. Dans la seule scène d'intro dans le club, on va passer 3 morceaux différents, selon les... Alors, c'est 3 morceaux électro, pas électro, elle est années 80 hein, pour le coup, mais électro contemporain. 3, et ces 3-là vont donner une ambiance bien précise. La première ambiance, c'est quand ils sont installés, quand ils sont en observation et quand le proxénète Neptune arrive avec sa voiture. Là, tu as une musique d'ambiance de club. Après, tu as le moment où leur agent infiltré rencontre Neptune, où là, la musique change. Et après, tu as la rapide course-poursuite de Rico qui va essayer de courir après... il va fendre la foule pour aller chercher essayer de sauver une prostituée qui va se faire tabasser parce qu'elle n'a pas joué le jeu. Et là, tu as une autre musique. Et en fait, chaque musique, en termes d'ambiance, installe quelque chose de différent. Okay. Et au-delà de ça... Et qui vont montrer un peu les différentes facettes du film et tout. Ok, super intéressant. Ouais. Et en fait, ce film, tu as utilisé le mot bourrin. Bon, tu t'es repris tout de suite, mais il m'a marqué. En fait, ce film, pour moi, il est rempli de subtilité, en fait. Cette caméra, elle nous permet de voir plein de choses. Et cette scène d'intro, encore une fois, pour moi, c'est la partie immergée, c'est la partie qu'on voit, avec tout ce qu'il y a en dessous, qu'on décide de voir ou pas, qu'on décide de même de chercher ou pas plus tard dans le film. Cette musique d'intro, effectivement, je disais qu'à aucun moment on nous dit que Sonny et Rico se connaissent depuis X années, en fait. Par contre, à partir du moment où Rico voit qu'une prostituée est emmenée sur le côté pour se faire tabasser, il suit cette personne, mais il le suit tout seul. Un premier bandit arrive face à lui pour essayer de l'arrêter. Une clé de main, hop, un coup, il est par terre. Il trace sa route. Mais un deuxième bandit arrive dans son dos. Lui touche l'épaule, Rico ne ralentit pas, parce qu'il y a Sonny qui arrive derrière et qui latte le bandit. Et le fait, c'est subtil, hein, mais le fait que le bandit touche Rico, on voit qu'il le touche. Par contre, Rico ne ralentit pas, parce qu'il sait que Sonny est derrière. À aucun moment, il essaye de s'arrêter pour essayer de se débarrasser du bandit. Il trace sa route, parce qu'il sait que Sonny est derrière pour l'aider. Et ils ne se regardent pas, à aucun moment ils ne se disent merci, à aucun moment Sonny lui a dit « je suis là, je te suis », mais ils le savent, ça. Et ça, pour moi, ça en dit bien plus long que tout ce qu'on pourrait nous dire sur la présentation du duo, en fait. Tu vois, des fois, on a cette scène où tu as l'inspecteur qui dit ouais, ces deux-là, ils se connaissent depuis 15 ans, ils ont fait équipe, ils font équipe depuis... Enfin, tu vois, ou c'est mon partenaire depuis 15 ans. Ça, on l'entend. Fait beaucoup trop maintenant, d'ailleurs. On l'entend beaucoup, et j'aime beaucoup que Mann passe tout le film à nous montrer plutôt que nous dire. Et comme tu disais tout à l'heure, Alan, sur le cartel, on nous dit pas.
À aucun moment on nous dit, par contre, tu vois les militaires, tu vois leur installation, tu vois les brouilleurs de téléphone, tu vois les structures qu'ils engagent. Enfin, c'est quand même incroyable. Tu vois tous les pays différents, tu vois. À aucun moment, quelqu'un nous dit, on fait du business là-bas, en Chine, à Haïti, en France, Si, à ça, Genève. ils en parlent un petit peu quand même. Mais c'est pas, on t'explique pas. Non, Pour moi, quand ils parlent des livraisons. alors, peut-être quand- que je enfin, me c'est- trompe, mais pour moi, il n'y a aucune scène d'exposition dans ce film. Chaque chose qu'on nous explique, elle a une raison d'être. Quand le capitaine nous explique quelque chose, quand Fujima, le capitaine, Ricardo et Sonny se retrouvent tous les quatre à expliquer, ben pour moi, ils ne nous expliquent pas quelque chose, ils essaient de trouver une solution tous les quatre. J'en vois une, c'est au début quand il chope le fuyard dans la voiture. Il va poser tout ce qui est en train de se passer, Oui, tout t'as raison. ce qui est le point de Ouais. départ du film. Et a Mais- priori, ils le savent. Et a priori, En plus, non, ils le savent pas parce que ça fait 6 mois qu'ils se sont pas vus. Donc il leur explique. il leur explique, ouais. Il leur explique. Bon, Oui, après, non, il leur parce que explique en même la temps qu'à nous. situation est en Effectivement. train Voilà, c'est ça. Le mec il les Mais appelle. Mais Et- c'est très rapide, c'est efficace, c'est au milieu d'une autoroute, donc ça bouge, il y a... Enfin, Et tu- ça leur donne pas t'as pas beaucoup le temps de d'indices. Ça leur donne juste un indice. Il y a une taupe quelque part qui a vendu la mèche. Et on a le départ du film. Et tu parles beaucoup de subtilité, mais en fait, je pense que c'est là où notre définition diffère, c'est que je le vois pas comme des éléments subtils parce que justement tout est là en fait, il y a rien qui est vraiment sujet à interprétation ou à réflexion de plus loin. En fait, tout est posé devant nous, pas expliqué. Effectivement, c'est pas des dialogues qui vont nous dire tiens ça c'est ça, tiens ça c'est ça. Mais j'aime bien ça. Mais- Tu sais, mais- j'aime mais bien tout quand à- on non, nous mais- montre Tout à fait. que quand tu vois quand Sonny se barre boire un verre à la Havane avec la femme du boss, ben juste avant de partir, en fait dans cette scène où ils sont avec José Hierro au début, tu sens que Sonny et Ricardo ils sont sur la même longueur d'onde en fait. Tu sens ils sont une seule et même personne à ce moment-là. La scission se fait quand Sonny se lève pour partir à la rencontre, en tout cas rattraper Isabella. Ricardo poursuit son entretien, en tout cas sa négociation avec Hierro. Mais en fait, à la fin, avant qu'il parte, Ricardo va voir Sonny Et il leur assure. et il lui dit, tu sais, enfin, en gros, je suis même pas sûr que Ricardo sorte une ligne de dialogue ou genre you cool, enfin ça va. Et Sonny lui dit, I know what I'm doing. Je sais ce que je fais. Et ça suffit. Ça suffit pour Ricardo en fait. Et ça, Non, mais ça suffit à montrer aussi Tu vois que c'est pas Ils habituel font et que confiance. là, mais là 20 qu'il y a un petit. mais exactement. Et pour autant, ça sort de leur plan, ça sort de leur cadre, et pour autant, ils se font confiance. Ouais. Et 20 minutes plus tard, Ricardo dira à son capitaine, qu'est-ce que t'en penses ? Et il dit, je suis à 100% derrière Sonny. Et j'aime bien. Enfin, je trouve ça juste, je trouve ça cohérent. Alors si, Je trouve ça, il y a une scène de dialogue que tout j'ai à fait. pas aimé aussi, justement, c'est après, quand ils cherchent encore la taupe qui a fait foirer le coup, et puis justement qu'ils disent, tiens, bah, on a trouvé un plus gros truc, on va continuer cette affaire, et puis qu'il y a l'autre qui dit, ah bah non, c'est pas dans nos prérogatives, Ouais. et puis que le chef, là, commence... se met à gueuler comme un chef, et puis... ouais, il y a un truc qui m'embête dans ce petit Mais dialogue. même là, Mais, même là, si on veut pousser plus loin, enfin moi je vois le côté positif de cette scène, tu vois, forcément, parce que j'ai un parti pris, je veux dire oui, hein, clairement. Mais cette scène, pour moi, elle marche aussi parce que t'as Sonny et Ricardo qui ont l'air d'être des têtes brûlées, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, qui savent très bien ce qu'ils font d'ailleurs, mais à partir du moment où leur chef leur dit silence, eh ben ils se taisent. Tu vois, ça montre qu'il y a quand même une chaîne hiérarchique. Ouais, qui est qui respecté, sont- c'est pas et juste qui- des têtes brûlées. Ouais, c'est qui ça, vont en fait, aller, qui- comme on avait dans tous les films des années 80 C'est d'ailleurs. ça, ce qui rend encore plus impactante l'espèce d'évasion furtive que va faire Sonny avec Isabella. Tu sais, quand il est très respectueux de sa hiérarchie, très respectueux de Ricardo, mais quand même, il y a ce doute comme ça, tu dis, ok, pourquoi il y va en fait ? Est-ce qu'il y va pour son cœur à lui ? Ou est-ce qu'il y va dans l'intérêt de la mission ? Est-ce qu'il y va pour les deux ? Est-ce qu'il s'écarte ? Parce qu'à bout d'un moment, il y a Ricardo qui lui dit, ok, il y a deux choses, il y a soit on est en couverture, enfin, en anglais il le dit, soit on est donc undercover, donc soit on est Est-ce que tu l'aurais infiltré. regardé en VO du coup ? Oui, je l'ai regardé en VO. Salaud. En fait, il lui dit soit on est infiltré, soit on est trop profond et on sait pas où est le haut, en fait. Et il lui pose cette question-là parce qu'il a quand même le doute. Et ça, je trouve ça chouette, ce moment de doute comme ça dans ce duo, en fait. Ça, je trouve ça chouette.
Je trouve ça bien amené, je trouve ça cohérent et logique dans cette mission qu'ils se sont donnée, en fait. En fait, on revient à ce que tu disais, Alan, sur l'amour de Michael Mann pour la compétence. Oui. Au final, ce que Exact. tu appelles subtilité, en fait, c'est de l'écriture efficace. Tout est bien placé au bon endroit pour que le message soit... Et bien joué, oui, bien sûr. Et tous les personnages ont leurs compétences. Même le chef, qui gère ces deux têtes brûlées, quand il doit intervenir et mettre en place un plan pour les protéger, pour ce qui est clairement est un piège, c'est pas les deux coéquipiers qui vont mettre en place le plan, c'est le chef qui connaît tout le fonctionnement de ce genre de, pas de cartel, mais en tout cas d'organisation internationale, et qui va mettre en place un système de protection Et pour quand il trouve prévenir. les snipers, elle est géniale, Ouais. cette scène. Oui, ça par contre, Donc, ouais, effectivement, il me manque quand tu un les vois sniper, et vers la puis- fin ah ouais. fonctionner en groupe, en équipe, C'est notamment génial. pour aller sauver la nana qui est coincée dans la petite caravane, là. C'est génial. Donc, Effectivement, tu Même sens ce chef qui est censé l'efficacité. être que administratif, Ouais. ou dans les autres films qui est là que pour les engueuler, Ouais. là non, il vient et puis est sur le terrain il est, aussi, il est aussi ouais. efficace qu'eux. Et Donc, il sort de sous ces buddy movies où tu vois le lieutenant qui est souvent blague d'ailleurs, et puis qui passe leur temps à gueuler sur Oui, ça. c'est sur sûr. le personnage principal qui est justement une tête brûlée. en fait. il est compétent. Et on il n'en a- est pas loin, mais non. Mais va, c'est ça. va, Mais il y a ça. ce silence qui est fait quand le chef dit stop. C'est vrai que même le chef se rebelle par rapport à lui, ses supérieurs, enfin en tout cas son collègue de l'autre. Ouais, tout à fait. Non, enfin voilà, je trouve cette équipe, enfin quand tu vois que Vin Diesel est à deux doigts, enfin et là il est tout près de nous infliger un 10e film à nous dire avec un seul message, mon Ouais. crew c'est ma famille. Enfin je suis désolé, Michael Mann, il arrive mieux en une scène de 10 secondes. Bah, il y a tout un film avant, il y a toute une histoire avant, mais cette scène de fin, quand après avoir Non, tu le Comment on sens va dire plus ça même sur le moment du sauvetage de la nana dans la caravane. Là, en fait, là moi, déjà tu le sens, et même après quand elle est à l'hôpital, Parce que, alors, et tu le- sens que tous sont affectés. Là, tu as ce côté famille. Alors le point d'orgue, Ouais, si tu veux, pour moi, c'est à la fin, quand Ok. après avoir laissé partir, si on peut dire ça comme ça, laissé partir Isabella, t'as Sonny qui retourne à l'hôpital, au chevet de Trudy, et là où sont les siens en fait. Et pour moi, ça en dit plus long Ah sur oui. ce qui se passe Oui, au sein ok. de cette équipe Ok. Oui. que tous les films de Vin Diesel où il passe notre temps à me dire c'est ma famille, tu vois. Enfin, Oui. tu passes 10 films à rire de cette phrase alors que Michael Mann, il a réussi, sans t'expliquer quoi que ce soit, à les montrer fonctionner ensemble, qu'ils sont bien plus qu'une équipe. Ils se font confiance au-delà de ce qu'on peut faire confiance à un coéquipier. Et les personnages féminins, moi, c'est Elisabeth Rodriguez qui joue Gina Calabrese. Cette scène, mon Dieu, où elle a le bandit en joue, où qu'elle lui explique très précisément, très froidement, très calmement ce que va l'effet qu'aura cette balle quand elle aura appuyé sur la détente. Je trouve ça badass, mais de ouf. Et je voudrais un film juste sur le personnage de Gina Calabrese. J'adore cette femme, j'adore ce personnage. Ah ouais. Et elle a trop peu de scènes. Il y a une phrase qu'elle dit, mais quand ils sont dans le... Je sais plus comment s'appelle l'indique là, qui les met en relation avec Rosiero, David Marsan, l'acteur, celui qui a un penthouse avec vue sur la plage au début. Enfin bref, ils sont dans un... Oui. En gros, et c'est un peu lui qui nous explique aussi que Rosiero, il est pas là pour rigoler, et ce mec est prêt à tuer tout... Enfin, je veux dire, le pays entier juste pour les retrouver. Et elle dit, mais... Enfin, faut pas faire la punition si tu peux pas faire le temps, en fait. Don't do the crime if you can't do the time. Et elle le dit avec un tel naturel, un tel calme. Voilà, elle a parlé, ça a pris 3 secondes, et ben ça suffit, en fait. Ce personnage, il est impressionnant. Je le répète, je voudrais un film juste sur ce personnage. Mais voilà, j'ai fini, mais c'est... Je sors pas du film avec... En fait, en plus, pareil, parti pris, j'adore le groupe Mogwai. Et il y a 2 morceaux de Mogwai dans ce film. Et je trouve que ça colle bien à ce côté pas très propre de ce genre de rock, en fait, de ce genre de musique. Je trouve que ça marche. En fait. Au moment où ils sont employés, la caméra, pour moi, pareil, je trouve que ça marche super bien. T'as le temps de tout voir, t'as le temps de tout rater aussi, hein, si tu regardes ailleurs, mais t'as le temps aussi de tout voir. Dit-il en me regardant. Non, mais Non, mais j'avais les yeux sur l'écran. tous les deux, vous êtes un à ma gauche, un à ma droite, et j'essaie vrai que c'est pas. j'essaie d'alterner. Mais c'est vrai que j'ai plutôt parlé de musique en regardant Alan Voilà. et de caméra. Mais oui, mais c'est toi qui as parlé de la caméra en premier, Julien, c'est pour ça.
Et je trouve aussi il y a un peu tout sans que ce soit trop. En fait, il y a à la fois ce côté très proche des acteurs, très réel, très caméra, très documentaire. Après, tu vas avoir des vues aériennes qui sont magnifiques. Moi, ce plan où les deux avions se regroupent pour n'en faire qu'un et pour que le bip du radar ne voit qu'un seul avion, ça, je trouve ça, en termes de visuellement, je trouve ça magnifique. Et il y a aussi des subtilités, comme quand on est dans l'appartement ou dans la maison de Lorenzo et qu'on voit le nazi ouvrir le frigo, la caméra change et en fait, au bout d'un moment, la netteté se fait sur ce qu'il y a à l'arrière-plan sans que la caméra bouge. Donc en fait, je crois qu'on a l'épaule ou le dos du nazi en premier plan, net, ou déjà flou, et en fait la caméra se décale légèrement pour qu'on voit au-dessus de son épaule, plus loin, des jambes par terre avec du sang, en fait. Et c'est là que tu comprends, alors certes c'est pas subtil, hein, là j'allais pas utiliser le mot subtil, mais en tout cas voilà, tu sens qu'il y a quelqu'un de mort, et tu sens qu'au premier plan, t'as l'assassin en fait, et c'est fait comme ça, mais il y a 2-3 effets de caméra comme ça qui sont... qui est pas forcément du numérique, je pense, mais en tout cas voilà, qui est... Enfin, cette caméra, je la trouve vraiment bien utilisée, et je trouve que c'était intelligent qu'il ait fait Collatéral avant avec, parce que, pareil, en termes de direction d'acteur, arriver à poser à ce point et à rendre Tom Cruise si sobre dans ce film, presque transparent, ce costume gris, ses cheveux gris, enfin, c'était assez impressionnant, et cette caméra posée dans le Collatéral, elle avait tout son sens, ce qui est pour moi mon Michael Mann préféré. Et ce qui fait mon deuxième Michael Mann préféré, ce qui fait que Miami Vice est mon deuxième Michael Mann préféré, c'est parce qu'en fait cette même caméra, il l'utilise dans de l'action, et je trouve qu'à chaque fois la caméra est très bien utilisée dans les deux cas. Ouais, comme je disais, moi c'est le point que je préfère dans le film, c'est ça, c'est l'utilisation de cette caméra qui est beaucoup plus maîtrisée qu'on pourrait le croire, c'est... Ouais. Mais non. Après, tu vois, par rapport à cette caméra, mon ressenti, il est sur le rendu, pas sur la technique. Ouais, tu bien vois. sûr, ouais. Donc, c'est un rendu très très différent qui peut effectivement mettre mal à l'aise, qui est même peut-être là pour le coup volontairement mal à l'aise. Enfin, moi je pense pas. Hein. Enfin, Si, je vois pas l'intérêt de rendre ça mal à l'aise, malaisant volontairement. Quoi. Je pense pas non plus, ouais. Mais pour se mettre légèrement, parce qu'on est quand même dans un milieu qui est pas serein, et c'est pour rendre un peu ce... Oui, mais c'est ce qu'avait fait Paul Greengrass avec les Jason Bourne. Oui, mais ça c'était horrible. Ouais. Tu vois, cette caméra à l'épaule pour être au cœur de l'action, chez Kikam, là. Au cœur de la bagarre, tu vois, c'était pour vraiment donner du finalement, dynamisme. Tu comprends même plus la baston. Non, ça c'est un truc à éviter. Mais là, pour le coup, Michael Mann, ce qu'il fait, c'est qu'on soit au plus proche avec eux et que tu essaies de stresser en même temps qu'eux et de... Enfin, pour moi, des fois, c'est presque un privilège d'être dans la voiture du baron, quoi. Ouais. Ou sous les douches. Oui, il n'en démord pas. Hein, oui, t'as pas internet Non, mais là, dès qu'il nous a mis la deuxième scène de douche, il y a un truc où j'ai encore décroché. Il y a encore un cran à ce moment-là qui a décroché. Ouais. Bah, c'est vrai que la deuxième, elle était moins utile. La première, elle a monté cette proximité, alors... Mais une proximité de long terme, en fait. Et on voit pas de fesses en plus dans la deuxième, si je Dans me la trompe deuxième, pas. non, je crois pas. Ouais. On voit un bout de ça. Ah, d'accord. Enfin bref. Donc c'est un nom pour toi, Emmerich? C'est un nom c'est un nom au nom d'Alan. Mais chacun son... Voilà, il a dit oui à Belle. Et probablement à Liberté Oléron, tu avais dit oui aussi. Oui, donc voilà. C'est ce que je te dis. Au bout d'un moment, on va pas forcer. Donc, non, pour moi, c'est oui. Enfin, c'est un excellent film, c'est un excellent Michael Mann, c'est un excellent Colin Farrell. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est peut-être un peu... Ce n'est pas un film sur les origines. Et ça, c'est fort. Alors, Colin Farrell, je trouve que c'est pas celui qui brille le mieux, quand même, dans le film. C'est lui qui brille le mieux, toujours. Déjà. Mais non, c'est Elisabeth Rodriguez qui... Colin Farrell qui brille est très fâché tout le film. Hein. Oui, non, mais tous, enfin, tu sais, il est très investi. Investi, oui. Oui, non, mais faut qu'il rigole. Il rigole des fois à un moment donné, mais c'est vrai qu'ils sont souvent
Il y a souvent ces plans avec leurs deux têtes très sérieuses. Ils sourient, en même comme temps, ça. ils sont pas là pour. Ils sont pas là pour rigoler. Ils infiltrent pas un cirque. Ouais. A priori, Sous la douche, très sérieux, là. Comme ça. Moi, je suis toujours très sérieux quand je suis sous la douche. Enfin voilà, donc non, moi c'est oui. C'est oui. Et si, dernière chose, Alan. Quand tu dis que tu vois tout venir. Je me suis fait spoiler une saison de je crois que c'est la 4e saison de Dexter. Je me suis fait spoiler la fin. Et en fait, j'ai pris le parti que ça n'allait pas me déranger parce que du coup, j'allais voir tout ce qui allait amener à cette fin. J'allais plutôt le prendre comme ça. Ok, je sais comment ça arrive. En fait, je vais voir tout ce qui m'amène. Donc effectivement, t'as raison. Enfin, je peux pas dire le contraire. T'as raison. C'est très couru. C'est assez convenu comme scénario. C'est ça. Mais comme je dis, mais j'aime la manière dont c'est fait. Ouais. Non, après. Effectivement, j'ai pas peur pour eux. T'as raison non plus. On a a priori pas peur pour ces gens. Voilà, ils sont en danger, mais bon, tu sais très bien que leur professionnalisme et tout ce qu'on voit avant d'eux et de leur équipe te dit bon, voilà, a priori ils vont s'en sortir. Mais encore une fois, c'est plus le chemin que le. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je suis un des premiers à défendre. Enfin, je déteste quand on dit ouais, le scénario est trop simple. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Tu prends Mad Max. C'est. Ah oui, bah oui. C'est ils s'enfuient au milieu du film, ils reviennent, voilà quoi. Mais voilà, c'est pas généralement pour moi c'est pas un truc qui va aller à l'encontre de mon plaisir de voir le film. Mais là pour le coup, sur celui-là, si, du coup. Ok. Ouais, je mets. Alors moi c'est Ant-Man, Quantumania que j'ai vu là récemment et ce scénario pareil, mais enfin tu l'as vu 1000 fois quoi en fait. Vraiment tu l'as vu 1000 fois ce scénario. Mais ça m'a aussi sorti. Enfin, il y a des fois, tu vois vraiment. Donc, je peux pas aller contre ce que tu dis. Hein, c'est le ressenti de chacun. Mais moi, le scénario Quantumania, tu vois tout venir. Et quand tu vois tout venir à ce point et que c'est si mal fait, c'est quand même un peu particulier, quoi. C'est décevant et effectivement, ça te sort du film, ça te sort de l'histoire complètement. Ouais. Mais voilà, moi. Pour Miami Vice, moi, ça m'a. Enfin, les acteurs m'ont emmené, quoi. Y a pas de. Même si tu vois tout venir, moi, ça m'a. C'était intéressant de voir la manière dont ça allait être amené, quoi. Par contre, en tant que réalisateur et tout, enfin, c'est un film à étudier. Ça, alors peut-être qu'il fallait le faire pour ça, pour le côté masterclass du truc. Mais en plus, t'as Collatéral pour ça avant. Oui, il y a Collatéral. Parce qu'en plus, mais il va un peu plus loin. Enfin, il fait d'autres petits trucs dans Miami Vice. Mais là, c'est particulier. Mais effectivement, t'as Collatéral que je préfère. Je préfère nettement Collatéral. Ouais, Miami Vice n'a pas reçu forcément un énorme succès à la sortie. Alors après, peut-être que ces gens attendaient une vraie adaptation de Miami Vice. Auquel cas, effectivement, si t'attends ça, ouais, non, tu peux être que déçu parce que t'as pas les pastels, t'as pas les voitures. Enfin bref. Il manque certains éléments de la série dans le film, ça c'est indéniable, mais encore une fois, je pense que c'est fait justement. Mais j'ai appris, en faisant des recherches sur le film, qu'il développe une espèce de... Merde, comment on dit de culte, un peu. Enfin, il devient... Ok. Il rentre dans la culture populaire. Ouais, il se met à voilà. Enfin, il a un peu un succès tardif ce film. Non, alors c'est pas tout à fait un succès tardif, mais il a ses défenseurs en fait. Il y a plusieurs cinéphiles qui le remettent en avant effectivement. Et je le trouve pour ses qualités qui sont quand même présentes quoi. C'est clairement. Non, vraiment, hein, je le répète, hein, pour moi c'est un excellent Michael Mann. C'est un bon film. Je trouve que c'est un très bon film. Donc oui, il fallait faire ce film. C'est donc 2 oui et un non. Et ouais. Bon, ouais. Merci messieurs. Merci Julien, merci de l'avoir proposé. Ouais, c'était sympa de traiter un Michael Mann. Ouais. Merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Bon, sûrement, mais on aura coupé les micros. Alors, ouais, ça sera sûrement en off, comme d'hab. Donc on va vous laisser avec peut-être Moby et Patti LaBelle. Ah, mais c'est une bonne idée. Ah, mais ouais, avec plaisir. Merci Julien. Merci à vous. À la prochaine. Salut. Salut.